donc ce qu'on vous propose ce midi pendant 15 minutes, c'est d'échanger ensemble autour d'un processus d'accompagnement que l'on a mis en place avec William dans le cadre de la création et le développement d'environnements d'apprentissage avec les enseignants, avec les responsables de formation, avec les élèves, avec le public, avec les cadres pédagogiques, donc avec tout le monde, d'où le titre « Ensemble, nous avons co-construit un environnement d'apprentissage ». Voilà. Donc ce qu'on vous propose, c'est de prendre conscience tout d'abord de ce qui se passe à l'école. L'école s'appuie sur un système d'expérimentation pédagogique depuis très longtemps. L'école s'est toujours appuyée sur ces logiques professionnalisantes pour créer de nouvelles mises en situation, pour créer des situations d'apprentissage qui sortaient aussi un peu de l'ordinaire, que ce soit avec des modalités pédagogiques type problem-based learning, type conférence, type table ronde, études de cas, simulation, ce que vous voulez, atelier individuel ou autre, qui s'appuie également sur le développement des usages du numérique dans l'enseignement, donc avec une plateforme de ressources médiatisées, de production de ressources médiatisées, de gestion d'informations médiatisées, d'accord, à travers une plateforme Moodle qui à l'école s'appelle Real. Donc c'est vrai qu'à l'école, on tente donc d'articuler, d'optimiser cette interopérabilité entre une stratégie de formation liée et tournée vers l'innovation, vers les expérimentations, tournée vers des logiques compétences, tournée vers des modalités d'apprentissage qui s'appuient sur des situations professionnelles. Donc on crée un système, on crée une organisation des formations qui vont en ce sens, et on essaie de créer des environnements d'apprentissage et des parcours de formation qui répondent à ces trois dimensions. C'est ce que vous retrouvez en fait dans la synthèse ici. Donc trois dimensions, usage du numérique dans l'enseignement, les compétences et des modalités pédagogiques autres que autour des usages du numérique, avec ces triples dimensions. Il faut garder ça en tête puisque nous, à chaque fois qu'on accompagne, on amène en fait les personnes à naviguer sur ces différentes dimensions, à prendre conscience de ce qui préexiste, on les ramène vers des situations de référence, des initiatives de référence, une politique de référence, mais également pour toujours savoir où est-ce qu'ils naviguent. Quand on s'adresse à un responsable de formation, généralement il va se situer à peu près ici. Quand on va s'adresser à un enseignant, il va peut-être principalement s'adresser par là. D'accord ? Et nous, l'intérêt que l'on a à un moment donné, c'est l'amener à se décentrer pour qu'il capitalise un ensemble d'informations qui sont liées à l'ensemble de ces dimensions. On l'a vu ce matin avec les logiques de compétences en formation. D'accord ? Il faut absolument à un moment donné qu'on prenne conscience que stratégiquement, il y a un vrai appui institutionnel autour de logiques compétences, qu'ensuite on va créer une organisation autour de systèmes compétences dans les parcours individualisés qu'on va trouver également à travers des instruments pédagogiques et des modalités d'accompagnement. Okay ? On en est arrivé donc à expérimenter un certain nombre de process et d'instruments, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, à travers ces différentes dimensions. Quand on accueille la personne responsable de l'initiative pédagogique, que ce soit la réingénierie d'un dispositif de formation, la réingénierie d'une unité d'enseignement, ou bien la création d'un instrument pédagogique, on l'amène donc à prendre conscience de ces différentes dimensions qui sont ici présentes. Aujourd'hui, on a notamment, vous le savez, il y a le projet FUN, France Université Numérique, il y a un certain nombre d'initiatives stratégiques, économiques et financières qui animent les établissements dans l'enseignement supérieur, dans la formation d'adultes également, en général. Et donc, obligatoirement, on garde ça en tête pour l'accompagnement, notamment quand il va s'agir dans la création ou le développement, d'orienter les personnes vers tel ou tel type de ressources humaines documentaires. D'accord ? Donc, c'est à nous d'avoir une vision plutôt globale et holistique de l'ensemble de l'établissement et des ressources que peuvent mettre à disposition l'établissement ou l'ensemble des personnes qui animent l'établissement, à la personne qui va être à l'origine de l'expérimentation pédagogique. La personne arrive, en fait, elle vient nous voir. Nous, on a ça, on a ce bagage-là, humblement, je vous l'ai déjà dit, on vit en HLM, humble, lucide et modeste. Donc, ça fait toujours rire. Et donc, pour le coup, hop, on arrive avec tout ça en tête et on accueille une personne qui vient nous faire part de son initiative. Et donc, pour ça, elle va exprimer son besoin, et c'est là où je passe la parole à William. En fait, c'est assez simple, c'est un schéma très classique. On a l'identification d'initiatives pédagogiques. Alors, soit la modification, la création d'un nouvel environnement d'apprentissage, pour faire simple, on va dire d'une formation, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, d'un nouvel environnement d'apprentissage, on va travailler avec l'enseignant sur l'expression de son besoin. Donc, en fait, là, de façon très classique, on va lui demander de se poser les bonnes questions. Donc on va lui fournir un certain nombre d'éléments qui vont faire en sorte qu'il va s'interroger sur son public cible,
Donc je suis en train de revoir mon UE. Est-ce que mon public entre l'année dernière et cette année a changé ou pas? Je suis en train de créer une nouvelle UE. Est-ce que j'ai vraiment pensé au public auquel est destiné mon environnement d'apprentissage? On l'exprimait ce matin avec les MOOC. Alors on est vraiment dans, alors il n'y a pas que ça, hein, mais dans l'expression du besoin, tout ça pour arriver à une étude de faisabilité. Enfin, l'étude de faisabilité est conclue dedans. Et je vais vous détailler ça après, mais on a imaginé une validation qui permet de dire est-ce qu'on continue le process ou pas. Exemple, j'ai une UE existante que je donne à mes élèves régulièrement, elle n'a quasiment pas changé. La phase de validation, on voit bien qu'elle va être assez simple. Bien sûr, je vais continuer à faire mon UE pour la nouvelle promo. Par contre, exemple différent, je veux créer un nouveau MOOC. On est toujours dans cette première phase. On voit bien que la phase de validation, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, va dépendre de tout un tas de critères qu'on va établir. On en a parlé aussi ce matin. Le public, est-ce que finalement j'ai bien ciblé mon public? Le modèle économique, la volonté de l'école, est-ce que ça a un sens, pas de sens par rapport à la stratégie de l'école, etc., etc. Donc il y a cette phase de validation pour dire j'y vais pas. Après, au niveau de la scénarisation, bien évidemment, une fois qu'on a dit on y va, on va scénariser, on va travailler avec l'enseignant et l'enseignant va devenir ou est déjà porteur du projet. Donc ça c'est intéressant et important pour nous, c'est qu'en aucun cas l'équipe qui va assister, l'équipe pédagogique qui va assister, accompagner l'enseignant ou le responsable de filière ou un ensemble d'enseignants dans ce processus-là n'est en aucun cas le porteur du projet, bien évidemment. Le porteur du projet, ça reste l'initiative à l'initiative de l'enseignant, du groupe d'enseignants, du responsable de filière. Ça c'est très important. Mais par contre, on va l'assister pour scénariser. Alors on va scénariser sa formation, mais on ne va pas travailler que là-dessus. On ne parle pas encore de numérique, on ne parle pas encore de formation à distance, on n'en sait rien. Finalement, on va voir avec lui, par rapport à toutes les questions auxquelles il aura répondu auparavant dans l'étude de faisabilité, on va voir avec lui quelles sont les modalités les plus adaptées, quelle est la temporalité la plus adaptée à sa formation, quelle déclinaison il peut faire de ce public-là par rapport à un hypothétique public. Je m'adresse à une formation initiale, mais finalement j'ai en tête de pouvoir déployer ma formation à un public en formation continue. On va l'intégrer directement dans notre problématique et on va faire de la scénarisation dite classique avec lui, qui peut très bien amener à une formation présentielle dite classique, qui peut très bien amener à une formation hybride, et c'est là où les conseillers pédagogiques vont intervenir pour éventuellement amener soit de l'expérimentation sur certaines innovations pédagogiques, par exemple, soit travailler avec lui sur de nouveaux outils, d'accord? Vous voyez bien que l'angle d'attaque n'est pas du tout l'outil pour le coup, mais les usages. On va passer à une phase d'expérimentation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit la situation et la formation, on va dire, avec lui, on passe à l'expérimentation. Et surtout, on va passer à une phase d'analyse de l'expérimentation, bien évidemment. Donc on va évaluer l'expérimentation. Et là, on a cette phase de validation, on va dire, est-ce que finalement c'était concluant, la façon qu'on a eue de déployer ce dispositif ou pas? Si oui, est-ce qu'on passe à une phase de déploiement dit industriel? Alors le mot n'est pas très bien choisi, effectivement, mais est-ce que finalement, ce modèle-là, on le propose à d'autres? Et si on le propose à d'autres, est-ce qu'il y a des ajustements à faire? C'est pour ça que c'est un cycle, bien évidemment. C'est-à-dire que si on propose à un autre enseignant, par exemple, est-ce qu'on va ajuster par rapport aux résultats de l'évaluation, par rapport à tout un tas de contextes? Quel est l'impact même, j'allais dire, pédagogique, mais informatique? Voilà. On a fait une expérimentation, ça a très bien fonctionné, mais finalement, il y avait 20 élèves dans un amphi qui utilisaient le Wi-Fi, ça a très bien fonctionné. Et là, en fait, on a une analyse qui dit, oui, mais si jamais je déploie le système pour 200 personnes, si c'est un MOOC avec 10 000 personnes, est-ce que techniquement, ma plateforme va suivre, par exemple? Donc, bien évidemment, l'expérimentation, la phase d'expérimentation, la phase de déploiement dit industriel, on n'est pas dans les mêmes contraintes, et donc on va essayer de prendre en compte ces éléments-là. On voit ici valorisation, bien évidemment, on va faire ce genre de choses. Peut-être que l'enseignant avec qui on a travaillé va venir, dans ce cadre d'Expresso, parler à ses pairs de son expérimentation, etc. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez classique et c'est un cycle. Je vais juste très rapidement vous évoquer l'expression du besoin. Donc c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, on met à disposition de l'enseignant tout un tas d'éléments. Et ça, on s'est rendu compte que finalement, les enseignants ne s'appuyaient pas forcément sur toute la littérature qui est à leur disposition. Soit par omission,
soit par manque d'information. Par exemple, à l'école, on a tout un tas de documents comme les syllabus qui décrivent les UE existantes. Si je suis en train de refondre une UE existante, bien évidemment, je vais déjà m'appuyer sur le syllabus de l'UE existante et éventuellement je vais le faire évoluer. On a des référentiels, donc on a des référentiels métiers issus des ministères, par exemple pour les formations de fonctionnaires, qu'on a déclinés en référentiels de compétences, etc. Bien évidemment, il va falloir que je m'appuie, que l'enseignant s'appuie sur ces référentiels, etc., etc. On a le rapprochement entre formation et recherche. Donc on insiste beaucoup sur le rapprochement entre les projets de recherche et la formation, dans un sens comme dans l'autre. Donc on va lui donner tous ces éléments-là à sa disposition pour faire l'étude de faisabilité. Et après, on va en faire pour la phase de validation 3 notes. Une note scientifique, technique et pédagogique. Donc on a un format assez court, c'est une double page, où dans cette double page-là, on va vraiment rédiger ces 3 aspects-là pour pouvoir, dans la phase de validation, alors, qui sera faite par une entité, bien sûr, autre que le service support, que l'enseignant lui-même. Je valide que je veux bien déployer mon dispositif. Donc là, on a mis en place, on est en train de mettre en place une cellule composée, donc plurielle, composée de tout un tas de personnel de l'école qui va passer à cette phase de validation. Mais la rédaction des différents documents dont je vous ai parlé, pédagogiques, scientifiques et techniques, va donner finalement du travail pré-mâché à cette entité qui va valider, mais avec des données tangibles, j'allais dire. D'accord ? On a un mode projet, on a voulu insister là-dessus, mais bien évidemment, on a un mode opératoire. J'ai parlé de chargé de projet ou de chef de projet tout à l'heure. C'était bien évidemment l'enseignant ou la personne qui a l'initiative. On insiste sur cette démarche projet parce que c'est important pour nous qu'on identifie des projets, des responsables de projet, un mode opératoire, même si très sincèrement, avec certains enseignants, on a du mal à les faire adhérer à cette logique de projet. On a parlé d'expérimentation, on a parlé de validation, on a parlé d'évaluation. Tout ça, ça fait partie des phases classiques d'un projet. D'accord ? Bon, après, dans la conception, c'est très simple. Hein. C'est des choses qu'on connaît, mais on parle des situations emblématiques parce que on fait vraiment travailler nos enseignants sur les référentiels que je vous évoquais tout à l'heure de compétences. Dans les syllabus qui décrit finalement leur formation, on insiste sur donnez-nous des situations emblématiques, donc des situations métiers. D'accord ? Quand la personne sera en poste, qu'est-ce qu'il devra faire ? Et on part de ces situations métiers pour construire, organiser notre contenu, construire notre scénario pédagogique. Ça, c'est important pour nous. Et après, bon, bah, c'est de la scénarisation classique. Et c'est là que va arriver éventuellement le multimédia, le multimodal, le numérique ou pas, en fonction des choix pédagogiques qu'on aura fait ou pas. Phase de validation, je l'ai exprimé. Et après, on repart sur ce qu'on a dit tout à l'heure, opérationnalisation, etc., etc., et on boucle.